Professeur René a quelque chose à vous raconter. Bonjour amis joueuses et joueurs, je suis le professeur René et je suis là pour répondre à des courriers qui nous ont semblé importants. Parmi toutes les lettres que nous avons reçues, c'est cette lettre qui a attiré notre attention. Cher professeur René, je regarde souvent votre vidéo du vendredi, mais je ne suis pas sur Bordeaux malheureusement. Vers la fin du mois de décembre, j'aurai l'occasion de passer au magasin pour faire mes achats de Noël en jeux de société. Je me réjouis de rencontrer toute l'équipe et d'avoir vos conseils avisés. Bien à vous, Thibaut. D'abord, merci de cette gentille lettre et bien sûr, on sera ravis de t'accueillir au magasin, mais Thibaut, sans le savoir, tu soulèves un problème capital. Notre monde est actuellement touché par une crise des productions de matières premières. Papier, carton, plastique, ça vous rappelle rien? Mais oui, c'est tout ce qui constitue un jeu de société, à laquelle s'est rajoutée une crise des transports avec une augmentation colossale des transports de fret en provenance de Chine. Et paf, je vous donne dans le mille, c'est de là que vient 80% de la production ludique. Oui, c'est comme ça, on peut ne pas être content, mais pour l'instant c'est un fait, et il faut faire avec. Si vous écoutez les informations le matin en buvant votre petit café, vous savez que de nombreux secteurs sont touchés par cette crise. Les voitures, les vélos, les jouets bien sûr. Et pensez-vous que notre beau loisir soit épargné? Eh bien non, en effet. Pour être un peu au courant de la dureté de la situation, ici au magasin, on est plus épaté du travail des distributeurs, des éditeurs, des fournisseurs, mais pas les livreurs, hein. Non, parce que là, il y en a vraiment certains, ils nous épatent pas. Qui assurent un max, en arrivant encore à tenir des délais raisonnables pour sortir leurs nouveautés, plus que par les retards de ces mêmes jeux de société. Mais tous ces travailleurs de l'ombre ne sont pas des magiciens, et ils se retrouvent eux-mêmes touchés de plein fouet par cette crise. Wapa! Donc nous allons connaître une fin d'année pleine de ruptures sur de nombreux titres. Pour donner un exemple avec des chiffres totalement inventés et farfelus, dans le monde d'avant, quand une nouveauté sortait, il y avait de la place dans les productions d'usines pour, allez, disons, 5000 boîtes. Mais maintenant, dans le monde de maintenant, quand on arrive pour demander 5000 boîtes, l'usine est saturée et les délais de production trop longs. Alors l'usine, elle dit « Ouais, pour ton jeu, là, ouais, bon, bah, c'est 5000 boîtes, mais il sort dans un an, hein. Ou bien c'est 1500 tout de suite, hein. Et 1500 un peu plus tard, et puis 2000 pour finir. Bon, écoute, c'est toi qui vois, hein. Moi je te laisse réfléchir. Ciao! Eh bien c'est tout vu, mais avec 1500 boîtes, la durée de stock n'est pas toujours garantie pour tenir un futur réassort. D'autant que la demande et les points de vente, et ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre, se sont considérablement accrus. D'où la rupture, le sujet de cette intervention. On passera très vite hein, sur les fameux transports qui sont devenus une véritable mise aux enchères pour trouver un container en direction de l'Europe et qui vont créer une augmentation considérable des prix de jeux de société début 2022. Ainsi, quand vous rentrez dans un magasin, vous contemplez certains jeux comme on contemple des étoiles, qui semblent briller alors qu'elles sont éteintes depuis bien longtemps. Pour n'en citer que quelques-uns, Meadow, Canva, Red Rising, The Crew Mission Sous-Marine sont actuellement en rupture avec une date de retour prévue pour 2022. Et cela risque d'être le lot quotidien de cette période de fête de fin d'année. Alors un choix s'offre à toi, jeune Thibaut. Tu peux attendre début décembre pour faire tes achats de Noël et tu trouveras des jeux, certaines nouveautés, mais pas toutes, car la rupture sera passée par là. Ou bien tu peux anticiper, profiter du stock encore présent en magasin pour acquérir les jeux qui te plaisent avant cette maudite rupture qui reste suspendue au-dessus de nos stocks comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Voilà, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais vous avez assez d'informations pour prendre vos décisions pour Noël. Et si cette intervention vous a semblé intéressante, alors vous pouvez la partager afin que personne ne puisse dire le 20 décembre, en franchissant la porte d'un magasin de jeux de société, « Ah bon, c'est en rupture? Bah je savais pas, dis donc !» Bonsoir, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans la vidéo du vendredi. Salut Antoine. Salut Alex. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, il y a des ruptures partout, c'est malheureux, mais tada, nous avons reçu la sélection des jeux des boutiques ludiques. Chaque année, on reçoit un petit livret qui vous permettra notamment de faire une petite sélection pour les jeux qui arrivent, et notamment pour ceux qui sont déjà sortis, mais c'est notamment pour les fêtes de Noël. Ça va être grave cool. Ouais. Donc chaque boutique qui fait partie du groupement des boutiques ludiques, donc près de chez vous, ou notamment ici à Bordeaux, et ben on vous en donnera un quand vous passez à la boutique. Pensez à le demander, mais en général on le donne toujours. Autre excellente nouvelle, à la fin de cette vidéo, il y a Alice qui vous présente Pas vu, pas pris, un nouveau jeu qui doit arriver très très bientôt. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi à la fin de cette vidéo, tout à la fin, ou alors directement maintenant grâce au timecode. Vous pouvez aller voir la vidéo de présentation de Pas vu, pas pris, faite par Alice, mais vous êtes là avant tout pour les nouveautés, et on commence tout de suite avec 50 missions. Ça se complique. Et oui, parce qu'avant 50 missions c'était une boîte rouge, il n'y avait pas Ça se complique, mais maintenant
ça se complique, c'est un peu comme The Game et The Game Extreme, en fait, la boîte rouge, la boîte bleue, bah là c'est pareil. J'adore l'initiative de 50 missions, pourquoi? Parce que vous avez la boîte ici, je vous la montre. Elle est géniale parce qu'on ouvre la boîte et on se dit, mais elles sont où les règles? Bah elles sont là les règles. Elles sont là. Hop, magnifique, pas besoin de papier. Et il y a tout inscrit, il y a même des petits QR codes ici que vous allez pouvoir scanner pour apprendre plus vite à jouer. Et donc ici, en fait, pour ceux qui connaissent pas le 50 missions, alors pareil, hein, vous achetez la boîte, vous dites, ah mais je connais pas le premier. Mais pas de panique, regardez, je vous enlève ceci, qu'est-ce qu'il y a ici? Les règles du jeu de base, voilà. Parce que le 50 missions, ça se complique, rajoute des petites cartes sympas, et du coup, comme son nom l'indique, ça va se compliquer. Je vous montre ici, pour ceux qui ne connaissent pas trop 50 missions, en fait c'est un paquet de missions ici que vous avez qui sont de forme ronde, et ce sont des missions à réaliser, et à chaque fois qu'on a la condition particulière pour la réaliser, on l'enlève et on en révèle une nouvelle. À chaque fois vous avez 4 missions visibles au centre de la table, et vous avez des petits tas qui vont se faire au fur et à mesure qu'on va jouer des cartes, parce que chaque joueur aura des cartes en main. C'est un jeu coopératif, et en fait on va avoir des cartes qui ressemblent à ceci, qu'on va avoir en main avec différents symboles, il y en a 4 et des couleurs, et notamment différentes valeurs qui vont de mémoire jusqu'à 7, quelque chose comme ça. Okay. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'on doit, donc chacun notre tour, jouer une carte sur la pile et piocher. Donc quand on va remplir une condition de mission, par exemple si je joue le 1 ici, merveilleux, nous avons que des symboles de boussole, et il se trouve que cette mission-là vous indique en dessous, les 4 cartes portent le même symbole, exemple, là c'est que des boussoles. La petite subtilité, c'est qu'ici, vous voyez, c'est une nouvelle mission. Les gens qui ont déjà joué à 50 millions se disent, mais je la connais pas celle-là. Il y a une petite icône au-dessus, et notamment un texte aussi au-dessus. Et bien ça, en fait, ce sont des petits bonus que vous avez. Là, par exemple, si on réalise cette mission, non seulement on change de mission, donc ça nous en fait une, et en plus de ça, je vais pouvoir réaliser l'effet qui est de placer tout ou partie des cartes de ma main sous la pioche. Donc ça me permet un peu de refaire ma main. Très sympa. Alors là, vous allez dire, ah ouais, mais c'est plus facile du coup. Non, pas forcément. Il y a un petit bonus qui est fait ici avec les 1 qui sont avec des dorures un peu sur la carte. Ça, c'est des cartes spéciales qui vous permettent notamment de, lorsque vous la jouez, de dire quel autre joueur va pouvoir jouer après vous. Parce que normalement, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, vous dites, bah non, finalement, c'est toi qui vas jouer. Donc, petit bonus en plus pour la carte 1. Vous dites, bah, il n'y a que des bonus. Non, non, non. Là, ici, vous avez des missions avec des petites croix rouges. Ça, ce sont des contraintes que vous allez avoir. Je vous en montre une ici. Hop, avec une nouvelle mission en plus. Là, 3 cartes adjacentes doivent avoir une somme égale à 16. Et là, en plus, la contrainte, c'est que lorsque je joue, tant que la mission est visible, je n'ai pas le droit de jouer une carte sur le dessus d'une pile qu'un joueur a joué précédemment. Donc ça se complique pas mal en fait. Et toutes les missions vont se compliquer. Je ne l'ai pas dit, mais dans le tas ici, vous avez 3 médailles qui sont réparties dans certains niveaux du paquet. Plus on va avancer vers la fin, on va trouver la médaille de bronze, la médaille d'argent et la médaille d'or. D'accord. La médaille d'or, c'est extrêmement compliqué. Évidemment. Mais voilà, 50 missions, si vous cherchez un jeu coopératif, dynamique, avec ce côté un peu casse-tête, et bah très sympa, vous pouvez foncer sur 50 missions, ça se complique. On peut jouer à la fois si on a le jeu de base, mais on peut aussi jouer si on n'a pas le jeu de base. Et bien après un jeu compliqué, on va passer à un jeu simple et funky. Excellente transition. Bah oui, n'est-ce pas? Donc simple et funky, c'est un jeu de dés comme vous le voyez. C'est un jeu à cocher. On va avoir le petit stylo comme ça, on va aller cocher des cases dans des feuilles. Comment ça fonctionne? Eh bien la partie s'arrêtera lorsque un joueur aura terminé 4 cartes. Comment est-ce qu'on termine les cartes? Eh bien il faudra avoir terminé 3 lignes dans une carte. Mais comment est-ce qu'on va terminer les lignes dans notre carte? Eh bien c'est très simple. Il y a un joueur dont c'est le tour en cours, voilà, par exemple Alex, qui a le droit de jeter les dés une première fois et de faire par exemple jusqu'à 2 relances. Mon Dieu, c'est nul. Tu assumes. Une fois qu'il a fait ses relances ou pas, tu gardes, tu relances. Ok, il fait une relance, il est joueur. Ok, on va dire que cette fois tu es content. Je garde. Tout le monde va pouvoir aller se servir avec les couleurs. Donc là on a 2 jaunes, un rouge, un violet, un bleu. Et bien vous allez pouvoir choisir une carte parmi vos 2 cartes. Et sur cette carte vous allez cocher les cases correspondantes. Donc là 2 jaunes c'est magnifique. Tu peux mettre un bleu, il n'y a pas le rouge, tant pis pour toi, le violet. Ok. Que se serait-il passé si par exemple il y avait eu 3 jaunes? Et bien vu que tu n'as que 2 cases ici, tu n'aurais pas pu en fait. On peut toujours... on doit toujours mettre le nombre en fait. Exactement, faut cocher. Mais s'il y a trop, je mets pas. T'aurais pu choisir ici, du coup t'aurais pu choisir cette carte pour aller cocher tes jaunes par exemple. Donc comme je vous l'ai dit, dès que 3 lignes sont cochées, vous validez votre carte, vous allez noter votre score dessus. Votre score, ça correspond à la valeur des longueurs des lignes. Vous voyez, il y a une longueur de 2, une longueur de 4, une longueur de 5. Vous mettez votre carte de côté et vous allez en piocher une autre. Mais attention, comme vous le voyez, il y a des lignes avec des petits soleils comme ceci. Est-ce que j'arrive à faire ma mise au point? Bon, on va dire que oui. Voilà, comme ça c'est parfait. Et bien, si vous arrivez à faire une ligne avec un soleil, c'est 2 points supplémentaires, bonus. Et si vous arrivez à faire les 2 lignes avec les étoiles, c'est 5 points bonus. Donc on peut arriver à avoir jusqu'à 25 points sur une carte, ce qui est monstrueux. Oui. Comme je vous l'ai dit, dès que quelqu'un a 4 cartes, on arrête la partie. Vous validez quand même vos points, vous les autres joueurs qui n'avez pas terminé vos 4 cartes, des lignes qui sont complètes.
et on compte les points tout simplement. Et c'est rudement simple. Vous voyez, vous avez 100% des règles. Là, j'ai donné 100% des règles. C'est hyper efficace ce côté d'aller cocher et puis le matériel réutilisable puisque les cartes en elles-mêmes sont effaçables à sec. Et ça, c'est génial, c'est simple et funky. Exactement. D'ailleurs, je précise que ça, c'est une excellente qualité de marqueur. C'est les Faber-Castell. Ok, voilà. On a un connaisseur de marqueurs. En fait, c'est Tom qui me l'a dit, voilà. Mais j'en profite pour. Mais c'est vrai que le matériel est de super qualité. Je ne doute pas que c'est un jeu qui vieillira très bien. Ce qui n'est pas le cas de tous les jeux à cocher. Hop, parfait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va aller par ici. On va aller dans règlement de compte. On va régler nos comptes. Là, règlement de compte, alors c'est un jeu à partir de 8 ans, pour 3-6 joueurs, c'est des parties très rapides. Pour ceux qui connaissent Not Alone, en fait, c'est une version beaucoup plus condensée, beaucoup plus accessible, avec un matériel beaucoup plus joli, un thème complètement différent. Okay. On a le côté asymétrique de Not Alone. Un joueur va jouer le dragon, et les autres joueurs vont jouer des héros. Donc là, entre autres, on avait Robin des Bois, le roi Arthur, je ne vais pas tous les faire. On va avoir un petit plateau avec différents marqueurs, un marqueur de contour qui est tout au-dessus, et un marqueur de flamme en fait qui est tout en bas et qui va se placer différemment en fonction du nombre de joueurs. Donc comme je disais, c'est de 3 à 6, là j'ai fait une mise en place pour 3. Okay. On a différents lieux, donc ici les trésors, ici on a la garde, ici on a le verger, et là-bas on a les villages. Il y a plusieurs manières de gagner la partie en tant que héros. Les héros, ils peuvent vider 2 cartes parmi ces 3-là, et dans ce cas-là, ils ont gagné la partie. Ou alors, s'ils ont construit toutes les maisons au village. Et là, il y en a 6 à construire, puisqu'on est 3. Le dragon, lui, c'est arrivé à la fin de la partie, parce qu'à chaque fin de tour, on va avancer ce petit marqueur-là. Arrivé à la fin, s'il n'y a aucune résolution pour les héros, le dragon a gagné. Et sinon, si le marqueur arrive tout au bout, c'est gagné pour le dragon. Okay. Mais comment on joue à règlement de compte? Et bien du coup, chaque joueur, donc là c'est un peu le principe du guessing, chaque joueur, dont le dragon, va sélectionner une carte où il souhaite aller parmi ces lieux-là. Donc on a tous des cartes de lieu ici, et les joueurs ont une petite carte de campement, là ils vont poser les ressources qu'ils collectent. Okay. Et donc du coup, chaque joueur choisit une carte. Donc là par exemple, moi je vais aller ici, hop, chaque joueur va faire ça, tac, tac, et ensuite, eh bien, on révèle simultanément la carte qu'on a choisie. Qu'est-ce que j'ai fait de la carte? Voilà, ici. Et ensuite on résout. Par exemple, là je suis allé dans le coffre-fort, donc je récupère un coffre que je mets sur ma carte campement. Pareil pour lui, qui va faire aussi ça, c'est très bien. Et lui, malheureusement, il va pas faire son action. Pourquoi? Parce que le dragon est également allé au village. Alors l'intérêt pour le dragon d'aller au village, c'est que notamment il va faire avancer le jeton flamme. C'est très intéressant. Et en plus de ça, il fait avancer d'autant le jeton flamme que le nombre de joueurs qui sont allés sur la case du dragon. Okay. Donc faire très attention. Et en plus de ça, le dragon vous empêche de jouer au prochain tour. Alors vous dites, c'est hyper punitif. Oui, mais non. Parce que je peux utiliser une pomme qui est sur mon campement ou un petit bouclier que j'ai récupéré précédemment pour empêcher que le dragon m'empêche de jouer. Voilà. Je crois que j'ai tout dit dans le jeu. Okay. Je rappelle les conditions de fin de partie. Soit vous avez réussi à construire tous les villages. Ça, c'est très malin d'ailleurs, une petite subtilité. Si vous faites l'action village et que vous avez un coffre dans votre campement, vous pouvez utiliser le coffre et le remettre ici sur la petite case pour construire un deuxième village. Et là, ça permet d'accélérer. Donc, attention au dragon quand même, parce qu'il faut jouer assez subtilement comme tout jeu de guessing. Mais voilà, je vous l'ai expliqué en 10 minutes et maintenant votre partie elle va durer 15-20 minutes. Super, ça donne très envie. J'ai très envie de faire le dragon. Le matériel, je le trouve vraiment magnifique. C'est excellent. Enfin, c'est efficace et c'est hyper immersif. Vraiment très très cool. Ok, règlement de compte, 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Exactement. Et rotation par ici. Explorers. Explorers, c'est également un jeu de cases à cocher comme Simple et Funky, mais ça se joue pas du tout comme Simple et Funky, vous vous en doutez. Hop, retournement de boîte, Alex. C'est un jeu dans lequel nous allons explorer le continent perdu, le continent mystérieux, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un continent qui n'a pas été exploré. Et donc, on a chacun notre plateau comme ceci, où on va mettre les 4 cartes de manière aléatoire en début de partie, mais évidemment chaque joueur fera la même mise en place puisqu'on va explorer le même continent. On va en début de partie faire des petites coches de départ, c'est de là où on va partir, et ensuite nos coches durant la partie se feront à la suite les unes des autres puisqu'on va progresser de case en case pour explorer ce continent. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien à chaque manche, il y a un joueur qui va tirer une tuile comme ceci, il y a toujours 2 terrains dessus. Comme vous voyez ici, il y a de la montagne et ici du désert. Et bien si ce joueur dit moi je veux aller dans la montagne, il va pouvoir faire 3 coches de montagne. Les autres joueurs peuvent faire soit également de la montagne, mais ils ne font que 2 coches, ou alors prendront l'autre solution, le désert, et ils pourront faire 3 coches à ce moment-là. Ils vont donc progresser hop là de zone en zone. Il y a des choses à aller ramasser qui sont décidées, donc quand vous faites une petite croix, eh bien vous allez ramasser ce qu'il y a. Ça peut être de la nourriture, et là il faudra faire des sets de nourriture différents pour faire des points. Ça peut être des petits diamants, les diamants ça fera des points bruts tout simplement. Et ensuite il y a les temples, et bien les temples en fait, il faudra une clé pour pouvoir aller visiter un temple, et plus vous visitez un temple tôt dans la partie, avant les autres joueurs, et plus ça vous fait 2 points
tout simplement un petit jeu à cocher comme on aime, pareil avec une surface effaçable, ça se fait de plus en plus. Ouais, c'est cool. Et bien parce que voilà, quand on met du beau matériel, enfin du bon matériel, même s'il est beau, avec un bon marqueur, et ben ça tient, il y a pas de souci, ça tient dans le temps. Et oui. Ce petit côté exploration avec une belle rejouabilité parce que vous aurez énormément de points de départ différents et de possibilités d'agencement pour Explorers. Très cool. C'est pas une nouveauté de cette semaine, mais une nouveauté de la semaine dernière qu'on avait oublié avec Tom. Et bien voilà. Bon, c'est ma faute, parce que les gens savent, pour ceux qui regardent la vidéo du vendredi, qui viennent en boutique, que j'adore Marvel Champion. Et là, du coup, effectivement, on a Nebula qui était arrivée la semaine dernière. Elle est là. J'ai oublié d'en parler pour une raison simple, c'est que je n'ai pas acheté Nebula. Je pense que c'est ça qui m'a fait oublier qu'il y avait Nebula, parce que je n'avais pas oublié les autres. Mais effectivement, Nebula, je l'ai pas prise. Après, moi, ça m'intéresse pas spécialement. Je lève le pied quand même un peu avec Marvel Champion, parce que ça commence à faire un bon budget. Après, on peut plus rentrer dans sa chambre, il y a que des Marvel Champion. Mais c'est génial, franchement, c'est un des meilleurs jeux de cartes, je trouve, en JCE, c'est juste excellent. Mais donc voilà, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter sur Nebula, je sais pas trop comment elle se joue. Je sais juste qu'en Nemesis, ce qui est assez spécial, c'est qu'elle a un héros, entre guillemets, puisque c'est Gamora, sa Nemesis. C'est tout ce que je pourrais vous dire là-dessus. Après, il y a des vidéos qui existent en anglais pour vous expliquer, pour voir les cartes. Mais voilà, Nebula était effectivement disponible à la boutique depuis la semaine dernière déjà. Ok, et on en a encore quelques-uns. Et oui, et d'ailleurs on va enchaîner parce que j'ai un petit café à prendre, c'est par là-bas. Allons-y. Hey, salut YouTube! Surprise, grâce à un subtil effet spécial, c'est moi qui vais passer de l'autre côté de la caméra pour vous présenter Café. Café, c'est un jeu dans lequel vous êtes à la tête de votre entreprise de récolte, de livraison, de torréfaction de café. Donc par exemple, moi j'ai Café do Brasil avec mon petit entrepôt ici et ma petite tasse qui est mon compteur d'action. C'est un jeu dans lequel vous allez faire 8 manches et au terme des 8 manches, on va compter vos points. Donc vos points, vous allez pouvoir les compter suivant les différents grains de café que vous avez dans votre entrepôt. La valeur que vous aurez le moins, les graines de café que vous aurez en le moins de quantité sera 2 points et en deuxième moins quantité, 1 point par grain de café. Mais surtout, là vous allez pouvoir attraper des points, ce sera en allant livrer ici vos cafés, mais il faudra d'abord les construire. Comment est-ce qu'on va construire? Eh bien c'est très simple, vous avez une carte de départ, ici un Café do Brasil, hop. C'est ma carte de départ qui me donne une action, c'est la petite tasse à café. À chaque début de manche, on va aller récupérer une carte parmi un marché de 3 cartes. Donc par exemple, eh bien moi je décide d'aller chercher, hop, celle-ci, on va pas trop réfléchir non plus. On va pas aller dans l'optimisation pendant la démo, par contre c'est un vrai jeu d'optimisateur. Cette carte, je vais pouvoir aller la poser, bien sûr, elle devra recouvrir une carte déjà existante, 2 cases, 3 cases ou 4 cases, ok. Moi je vais recouvrir ceci par exemple. C'est intéressant parce que désormais, eh bien, je possède une grande zone de café, vous allez voir que c'est utile, mais surtout je possède 2 actions. Donc une fois qu'on a choisi notre carte et qu'on l'a placée, on va faire nos actions. C'est parfait, comme je vous l'ai dit, j'ai 2 petites actions à faire. Les actions, qu'est-ce que ça va être? Eh bien la première action, ça va être de produire. Je choisis une zone de café. Donc une zone, eh bien ce sont des petites graines comme ceci qui sont connectées orthogonalement. Donc là j'ai une grande zone de café. Et puis je vais aller pouvoir mettre du café de la réserve dessus. Tout simplement. Si j'avais eu un petit grain de café tout seul, perdu comme ceci, on va dire c'est pas possible de poser les cartes comme ça, c'est pour l'exemple. Eh bien j'aurais mis juste ceci. Et là, c'est du vert ou du marron? Ça c'est du vert, n'importe quoi. Je suis pas daltonien en plus, je suis juste pas concentré. Bref, vous avez compris, une action, une zone à remplir. Donc évidemment, plus votre zone est grande, plus vous allez bonifier votre action. Comme autre action, je peux mettre à sécher. Je choisis un séchoir ou pareil une zone de séchoir, donc là je n'ai qu'un seul séchoir, et je vais choisir une couleur de café que je vais mettre dans ce séchoir. Hop là, voilà. Si j'avais eu 2 séchoirs, eh bien j'aurais pu mettre ici le jaune et en plus pour une seule action le marron. Mais il fallait que ce séchoir soit connecté. Ok. Vous avez compris, c'est un jeu de connexion. Autre action que l'on peut faire, eh bien, ça va être une fois que c'est séché, d'aller torréfier. Donc torréfier, eh bien, vous allez pouvoir récupérer des séchoirs pour emmener dans les lieux de torréfaction. Même chose, vous allez pouvoir faire comboter les lieux de torréfaction. Et pour terminer, si quelque part dans ma production j'ai un café comme ceci, là j'ai un café qui pourra me rapporter 2 points si il est rempli, eh bien, il faudra mettre le café indiqué. Donc là c'est une seule graine de café rouge, ça peut être un assortiment, ça peut être de jaune, de vert en rouge par exemple, ça fera marquer plus de points quand il y en a plus évidemment, et donc là je vais pouvoir faire une action de récolter, je vais prendre les grains de café qui sont disponibles sur mon plateau et aller les placer. Donc là si j'ai du rouge je ne mettrai qu'un rouge ici, bon pas de bol, j'ai pas de rouge actuellement, j'ai pas très bien joué, et le reste ça ira dans mon entrepôt, donc mon entrepôt qui me fera moins de points, mais si je blinde bien mon entrepôt, ça peut bien fonctionner. Voilà, tout simplement, on va jouer 8 tours comme ceci. Faites très attention à comment vous allez poser vos cartes les unes sur les autres. On a vite fait de supprimer des choses qui pourraient être très importantes. Donc il va falloir faire des choix, il va falloir faire des sacrifices. C'est un vrai jeu d'optimisateur avec des choix cornéliens, comme on les aime.
c'est tout pour café et le jeu repasse de l'autre côté vers là-bas. Oh, j'ai attrapé un énorme grimoire. Il est énorme, qu'est-ce que c'est? Ah mais non, c'est l'extension de Roleplayer, un de mes jeux préférés. J'adore Roleplayer, c'est un jeu, alors que vous avez ici, ça c'est l'extension, je vous en parle tout après. Roleplayer est de retour en stock. Et Roleplayer c'est un jeu, pour ceux qui connaissent un peu Sagrada, c'est un peu ce concept là, mais sur un thème où on va créer sa fiche de personnage en jouant en fait des dés ici, et ça va créer des caractéristiques plus ou moins fortes, ce qui vous sert en fonction de votre classe, de votre antécédent et de votre alignement pour marquer des points de victoire. Comme un jeu de rôle. Exactement, et l'avantage c'est que... C'est incroyable. Avantage pour le jeu, inconvénient pour le portefeuille, c'est qu'ils avaient sorti une extension qui était juste géniale, qui a rajouté des boss et des sbires, donc dans le jeu de base on peut acheter des équipements, acheter plein de choses pour pouvoir booster ses points de victoire. Là on pouvait notamment, au lieu d'acheter, vaincre des sbires pour avoir des avantages sur le boss en fin de partie. Ça c'était hyper cool et ça rajoutait des petits dés de boost qui n'avaient pas de couleur mais qui pouvaient monter de 3 jusqu'à 8 en gros. Ça c'était très très cool, ça rajoutait notamment une petite fiche de personnalisation de personnage. À la fin en fait de la partie, vous avez une sorte de block score qui vous permet en fait de noter les caractéristiques de fin de partie de votre personnage et vous l'utilisez sur un donjon et dragon ou un Pathfinder par exemple. C'est génial. C'est trop bien. Et là qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle extension qui est énorme, mais il n'y a pas grand chose dedans en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait elle sert entre autres à tout ranger à l'intérieur, parce que bon, les boîtes au fur et à mesure s'empilent, mais avec cette boîte là vous rangez le jeu de base, la première extension et la deuxième extension. Et qu'est-ce qu'elle apporte cette deuxième extension? Mais regardons au dos de la boîte, mon dieu il n'y a rien, comment vais-je faire? Heureusement que j'ai pris en termes de matériel c'est pauvre, effectivement, parce que j'ai pris les informations en illustration en tout cas. Donc là c'est démons et familiers, donc évidemment ça va rajouter de nouveaux boss, de nouveaux sbires, et ça rajoute notamment les familiers. C'est un tout petit plateau à côté que vous allez pouvoir utiliser pour avoir des compétences. Ça c'est un des premiers trucs. Le deuxième truc qui est génial, c'est que maintenant les dés ne sont pas comme les dés de boost, à l'inverse, ils vont avoir des dés plus petits en termes de valeur, ça va aller de 1 à 4. Par contre c'est les dés qui ont double couleur, donc ça peut vous aider dans le côté casse-tête de couleur. Notamment le dernier point, c'est qu'en fait dans la phase de marché, il y avait un principe où le dé le plus faible était intéressant pour la phase de marché, puisque vous allez être le premier à vous servir dans la phase de marché parce que vous avez pris un dé trop faible, alors que si vous prenez le dé le plus gros, techniquement vous vous servez en dernier, mais vous n'avez pas trop de désavantages. Là maintenant il y a des désavantages parce qu'il y aura des sortes de contraintes particulières. Si vous prenez le dé le plus gros, vous serez contraint de devoir prendre le dé le plus petit par exemple à la phase d'après. C'est des petites sortes de missions un peu secrètes ou des missions un peu contraignantes pour le joueur qui prend le dé le plus gros évidemment. Donc voilà, c'est ce que rajoute cette extension. Malheureusement le dos est assez pauvre, mais de toute façon Roleplayer, l'extension de base, elle vous intéresse si vous avez déjà le jeu de base et l'extension pour tout rentrer dedans. Mais je vous conseille vraiment de regarder des vidéos dessus. Moi j'adore Roleplayer, je trouve ça. Tu vas l'acheter, on va y jouer, n'est-ce pas? Non. Si, je suis obligé. Oui, monsieur. Je vais l'acheter. J'arrive. Reste là, ne bouge pas, je reviens. On continue toujours dans ce côté jeu de rôle pour avoir maintenant l'extension de Call to Adventure. Quelle belle boîte. Et oui, magnifique. Donc ça, c'est l'extension de ce jeu-là, Call to Adventure, qui a ce côté très jeu de rôle où vous aurez des cartes en fait qui vont un peu vous guider votre destinée. Et à la fin de la partie, vous allez marquer des points en fonction des différents personnages, lieux que vous aurez rencontrés. C'est hyper immersif, c'est génial. Les thèmes sont vraiment très très bien faits en termes de cohésion, en termes de succès, de tests, de compétences acquises ou que vous devez utiliser pour réaliser telle ou telle rencontre. C'est hyper bien fait. Et là maintenant, vous avez un Call to Adventure qui est inspiré, alors je ne connaissais pas du tout, c'est inspiré en fait de ce qui s'appelle le livre en fait, les romans de Chroniques du Tueur du Roi, où en fait il y a un principe qu'ils appellent le nom du vent, d'où le nom de l'extension. Et dans du coup l'extension ici, vous avez un univers qui est propre à cet ouvrage-là. Donc maintenant, ce qui va être ajouté, ça va être évidemment de nouvelles cartes, que ce soit les cartes de destinée, mais aussi de nouvelles cartes qui vous offrent des possibilités, notamment ce qui s'appelle de la connaissance des noms. Et la connaissance des noms, en fait, c'est lié au nom du fer, au nom du feu et au nom du vent. Et toutes ces cartes-là que vous obtenez, en fait, vous servent à obtenir des jetons pour avoir des réussites immédiates sur les défis que vous allez rencontrer. En fait. Donc hyper malin, une extension qui va vraiment ajouter une rejouabilité, parce que je pense que le jeu, on a envie d'y jouer, d'y rejouer, d'y rejouer, d'y rejouer. Malheureusement, comme c'est très narratif, il y a un moment où on se dit ah bah ce personnage-là, je l'ai presque déjà fait. Et forcément, parce qu'un jeu comme ça, la rejouabilité, elle est en fonction du nombre de parties que vous faites, forcément au bout d'un moment, elle va être restreinte. Mais là, vous avez une nouvelle extension qui permet de rajouter de la rejouabilité encore et encore sur un jeu très narratif et à la fois très tactique, d'optimisation très très bien fichu. C'est des parties d'environ, on va dire, 20 minutes par joueur peut-être. C'est vrai que les parties de 2 à 2 souvent durent une demi-heure, c'est très rapide. Ça peut aller très vite. Mais voilà, la nouvelle extension, le nom du vent est arrivé. Et je crois que justement c'est une très belle transition après Roleplayer et puis le nom du vent. On va passer directement au jeu de rôle.
Et recoucou YouTube! C'est parti pour les JDR, mais avant les nouveautés JDR, je vais vous parler de Deep Madness de chez Légion Distribution, parce que pas loin de notre espace JDR, eh bien, on a les jeux de figurines, et ça en est un sacré de jeu de figurines. Donc Deep Madness, c'est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs, dans lequel on joue des personnages, des humains qui sont dans une station de minage sous-marin de haute profondeur, et dans lequel il y a des événements pas très sympas qui rappelleront à certains les écrits de notre ami Lovecraft. Donc des trucs avec des dieux démoniaques, des tentacules et des choses qui veulent votre âme, en gros. Hein. Donc dans Deep Madness, pour remporter chacune des parties, les parties sont scénarisées, il faudra arriver à effectuer un travail d'investigation. Donc il faudra aller dans les différents lieux de la station. Alors j'aimerais bien pouvoir vous montrer les différents lieux, mais au dos de la boîte il n'y a rien d'intéressant, donc on va vous filmer le devant de la boîte pour aller investiguer justement. Mais évidemment, que va-t-il se passer? Vous allez vous faire attaquer, poursuivre par des créatures qui sont plus puissantes que vous, qui vont attaquer votre santé physique, également mentale. On est vraiment dans du grand Lovecraft, et aussi la station elle-même qui va au fur et à mesure des tours se corrompre. C'est-à-dire qu'il y a des salles que vous allez corrompre, enfin qui vont se corrompre. Vous allez retourner la tuile de la salle et vous allez être dans la même salle, mais avec des trucs de brume et de tentacules qui veulent vous tuer en plus. Ça me rappellera Silent Hill également à certains. Donc un jeu coopératif pas facile, en fait, comme on les aime, parce que les jeux coopératifs c'est trop facile, c'est pas très intéressant. Vous allez souvent perdre, que vous perdiez vos personnages, que vous n'arrivez pas à réaliser votre objectif, vous allez pouvoir mourir noyé, vous allez pouvoir mourir asphyxié, enfin tout un tas de choses évidemment. Une boîte, je le dis très souvent quand on a des grosses boîtes, mais parce que ça m'impressionne toujours, remplie de matériel. Dans cette boîte là, on a une 60aine de figurines, dont bien au moins une 50aine juste de monstres. Et c'est dommage qu'ils aient pas mis un autre boîte avec les figurines. Mais c'est dommage, on ne les voit pas. Après, belles, hein. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur Légion Distribution. Ils ont fait une vidéo YouTube où ils en parlent très bien. Voilà pour Deep Madness. Ça rappellera Nemesis à certains, ceux qui sont passés à côté de Nemesis ou qui l'ont à la maison mais qui veulent une alternative. Eh bien, je pense que c'est très proche. Hop là, voilà pour Deep Madness. On va passer dans le vrai JDR. Eh bien non, en fait, parce qu'on va passer dans le livre-jeu. C'est pas tout à fait du vrai JDR, puisque vous êtes tout seul avec votre petit bouquin. Le livre-jeu qui a pas mal de succès, on en vend beaucoup à la boutique en ce moment, ça me fait plaisir. Moi qui ai beaucoup lu les livres dont vous êtes le héros, mais on est voilà, dans cette veine-là. Tout d'abord, je vous montre donc Cyclades. Et bien, Cyclades, on est dans une ambiance de la mythologie grecque, et donc avec tout ce que ça comprend de quêtes héroïques, de mystères dictés par des sphinx et autres. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, j'ai très envie de le lire. Regardez-moi ce gros pavé, oui. C'est rare qu'on ait des livres-jeux aussi épais. Je pense que c'est un des plus gros qu'on ait à la boutique. Il est là. Il est également accompagné de, on va commencer par celui-ci, L'hiver des hommes de Dave Morris. Et bien l'hiver des hommes, vous le voyez, il est un peu moins épais, mais là-dedans, on y a quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les livres-jeux, c'est de la science-fiction. La science-fiction, ça me fait bien plaisir que ça existe en livre-jeu. Dans l'hiver des hommes, l'humanité a quasiment disparu, mais il y a encore des machines, et notamment une espèce de grande machine et grande Manitou à penser qui gère la Terre à la place des humains, et ce grand Manitou va vous donner une mission, il faudra la réaliser. Pour terminer les livres-jeux, Fable Lands, le tome 5. Fable Lands, c'est une série de livres-jeux que vous avez beaucoup aimé à la boutique. Les 4 premiers tomes ont bien marché, et bien voilà, le tome 5 est arrivé. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas, à découvrir les premiers tomes, et puis ceux qui ont déjà acheté les précédents, c'est parti, le tome 5 est là. On va rentrer dans le vrai de vrai JDR avec Shadowrun 30 nuits. La nouvelle campagne pour Shadowrun, la dernière édition. Shadowrun 30 nuits, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une campagne dans laquelle vos personnages sont envoyés en mission à Toronto, si je dis pas de bêtises. Il y a une mission bien précise à réaliser, mais évidemment ça va pas être aussi simple que ça, puisque eh bien, dès la première nuit de la mission, c'est une mission qui va durer longtemps, nuit totale, l'électricité, internet, la matrice, tout ça n'existe plus. Donc imaginez un monde futuriste à la cyberpunk dans lequel on retourne à l'âge de pierre. Les gangs qui se cognent les uns sur les autres, qui vont aller cogner qui veut bien être cogné, la police qui déjà de base n'était pas très présente, qui n'arrive plus à rien, les grandes corporations qui ont essayé de profiter de tout ça, et vous allez devoir réaliser votre mission. Et puis le jeu, le supplément porte très bien son nom, puisque il s'appelle 30 nuits, et vous allez avoir vraiment 30 nuits qui correspondent à 30 parties plus ou moins pour réaliser votre mission. Un joli programme. Hop là. Ça, c'était le point nouveauté JDR, mais tant que je suis dans le coin, eh bien je vous annonce qu'il y a le nouveau White Dwarf qui est sorti. Elle est très belle cette couverture de White Dwarf, avec un homme lézard. Moi j'affectionne particulièrement les hommes lézards. Qu'est-ce que c'est White Dwarf? Eh bien c'est le magazine Warhammer, le jeu de figurines à assembler, à peindre et à aller se cogner les uns les autres.
on a du Warhammer à la boutique. Et bien justement, hop là Alex, suis-moi, on va vous montrer tout ça parce qu'en fait à la boutique, vous le savez peut-être pas, mais on a tout un tas de figurines et on a la peinture et tout le matériel qui va avec. Donc j'en profite pour vous montrer tout ça. On a le White Dwarf qui est par ici, on a du Warhammer, on a du Blood Bowl, mais surtout, eh bien, on a les peintures qui vont avec. Regarde-moi ça, on a reçu ça tout récemment, il y a 1 ou 2 semaines, donc on en est assez fiers. Notre nouvelle étale Citadel, donc avec les peintures de base Citadel, ici les contrastes, et puis tous les petits matériels qui vont bien, les petites poignées pour tenir les personnages, la colle, les pinceaux, enfin bref, on est bien équipé, que ce soit pour débuter ou si vous êtes déjà bien équipé, vous voulez le petit gadget qui vous manque pour aller parfaire vos figurines. On n'a pas que Citadel, puisqu'on a du Prince Auguste. Alors Prince Auguste, ici ça commence avec les petites textures pour aller faire vos socles de figurines, pour aller faire vos décors, etc. Les pinceaux évidemment, et les racks à peinture. Et là, les racks à peinture, eh bien, je te laisse filmer Alex. Comme vous voyez, on a énormément de teintes. Il y a énormément de teintes chez Prince Auguste. Je vais pas dire qu'on les a toutes parce que loin de là, mais on en a vraiment un bon paquet. Notamment, on a la gamme aéro puisque l'on vend les aérographes. Voilà. C'était à la boutique depuis le début des vidéos. On n'en avait jamais parlé. Il était temps de le faire. Et je repasse de l'autre côté. À de suite. Hey, je suis l'homme invisible. Pourquoi l'homme invisible? Parce que Cobble & Fog est arrivé à la boutique de la série Unmatched et dedans il y a l'homme invisible. Mais avant de vous parler de cette boîte là, sachez que Unmatched avant c'était cette boîte là. Alors, je dis avant, c'est la première du nom qui est sortie. Dedans il y avait le roi Arthur, il y avait Sinbad, il y avait Alice au Pays des Merveilles et puis il y avait Méduse. Ensuite il y a eu une petite extension qui comprenait 2 nouveaux personnages qui étaient Bigfoot et Robin des Bois. Et maintenant, on a la nouvelle boîte qui est vraiment très sympathique, qui comprend des super personnages beaucoup plus dark, beaucoup plus gothiques, avec Dracula, l'homme invisible, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et enfin Sherlock Holmes. Qu'est-ce que c'est Unmatched? Unmatched, c'est un jeu, quoi qu'il arrive, de toute façon, les 4 personnages seront sur le plateau. Alors, ce qui est cool, on le voit pas ici, bon, je vais pas le retourner, mais en fait, le plateau est recto verso. Le plateau est très grand. Vous avez là, en fait, une cité, en fait, de Londres, et de l'autre côté, en fait, ce sera dans un immeuble de mémoire, c'est dans l'appartement, justement, de Sherlock Holmes. Il y aura des petits passages secrets, très très cool pour le déplacement. Quoi qu'il arrive, on va jouer toujours 4 personnages. Ce qui est génial, c'est qu'on peut tout mélanger. Si vous avez toutes les boîtes, du coup, vous pouvez faire l'homme invisible contre Bigfoot avec Robin des Bois, et puis du coup, vous rajoutez Alice avec l'homme invisible. Parfait. Tout à fait faisable. Mais ce qui se passe, c'est que c'est toujours 4 personnages. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait toujours du 2 contre 2. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a par exemple, si on est 2, 2 contre 2, voilà, Antoine et moi, tu joues 2 persos, je joue 2 persos. Si jamais on est 4, on joue un personnage chacun, mais on est en équipe. Et si on joue à 3, il y a un joueur qui joue 2 personnages, et les 2 autres joueurs, on joue chacun un, mais ils sont en équipe. On a chacun du coup un paquet de cartes qui est lié au personnage qu'on joue. Donc là, on a le paquet de Sherlock Holmes, là on a le paquet de Dracula, ensuite on aura le paquet de Jekyll and Hyde, et ensuite on a le paquet de l'homme invisible. Ça c'est votre paquet de cartes à vous. On va pas avoir un principe de deck building, on va avoir un principe de jeu où on va essayer de taper l'autre, puisqu'ici vous voyez on a des marqueurs de points de vie, et le but c'est tout simplement de anéantir les adversaires. Et pour ce faire, à chaque tour, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir jouer des cartes pour attaquer ou déclencher différentes compétences. Et en fait, il y a vraiment une asymétrie qui se génère autour de ce jeu-là, parce qu'en fait, en fonction du personnage que vous jouez complètement différemment, déjà par rapport à vos attaques, parce que vous avez des attaques de distance, des attaques de mêlée. Je rentre pas trop dans le détail, évidemment, parce que ce serait un peu trop compliqué de rentrer dans le détail, parce que comme je disais, c'est vraiment un jeu asymétrique. Donc si jamais on s'attarde sur les différents paquets, là, ce serait hyper intéressant. Mais regardez des vidéos, parce que franchement, c'est un jeu qui vaut le coup, notamment, je pense, pour son système de déplacement et de visée. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais sur le plateau, on a des espèces de motifs sur les différentes cases. Et quand on a le même motif, ça indique que du coup, j'ai la possibilité d'attaquer l'adversaire. Parce qu'on est dans le même type de lieu, entre guillemets. Donc quand vous voyez des tuiles qui ont, je vois là par exemple il y en a 2, là il y en a 3, mais en fait elles ont 3 types de terrain. Donc si jamais je suis ici, effectivement là on est Sherlock Holmes et Watson, ils sont dans la même zone, puisqu'effectivement ils ont le même motif sur cette zone. On peut être tapé aussi du coup. Exactement, on peut être à côté et puis également taper. Après là, je vais pas, comme je disais, tout vous expliquer pour les paquets, notamment j'ai vu un petit peu l'homme invisible qui lui a des brouillards qui permet justement de gérer l'adjacence des tuiles, donc c'est hyper cool. Dracula va avoir 3 sœurs qui va pouvoir également utiliser, tout comme Sherlock qui pourra s'aider en fait de son Dr Watson pour vaincre les autres. Il est ici le petit Watson. Voilà, Hyde est très cool aussi parce qu'en fait Dr Jekyll va jouer des cartes, mais quand vous êtes en côté entre guillemets Hyde, vous perdez des points de vie à chaque fois. Donc il va falloir essayer de gérer le coût de vos cartes qui est en général en points de vie et à la fois ne pas perdre trop de points de vie pour perdre la partie. Mais c'est hyper cool, c'est vraiment un jeu très tactique et très dynamique. Vous allez avoir des parties qui durent environ, on va dire une demi-heure, presque une heure, ça dépend avec qui vous jouez.
Mais voilà pour Common and Fog. Une nouvelle boîte de Unmatch. J'aime beaucoup le thème, et toi Unmatch. aussi je pense. Oh oui, j'aime beaucoup. Très envie de me faire un petit Sherlock et Dracula contre l'homme invisible et Dr. Jekyll. Je rajoute que c'est une boîte de base en fait. Hein. Comme toutes les boîtes en fait, c'est à la fois des extensions mais des boîtes de base, hein, ce qu'on appelle des stand-alone. C'est ça. Jouer directement avec. Soit en supplément, soit vous pouvez avoir juste celle-ci. Ok. Très cool. Eh bien moi je vais par ici. Vas-y. Pour vous présenter donc Vienna Connection, un jeu de la gamme détective. Eh bien ouais, parce que détective finalement c'est devenu une gamme, donc détective, un jeu d'enquête moderne, hop là, qui est ici. Un excellent jeu qui a été zoné par Yellow, donc un jeu d'enquête qui est coopératif évidemment, comme la plupart des jeux d'enquête, qui utilisait vos compétences, vos connaissances plutôt dans la vraie vie, ou si vous ne connaissez pas tel ou tel élément de la vraie vie qui pourrait être utile pour l'enquête, eh bien allez faire des recherches sur internet, dans des livres, enfin peu importe, donc vraiment très poussé. Et en plus de ça, il y avait un site internet dans lequel vous connectez en tant qu'agent de l'agence Antares pour aller envoyer des informations, récupérer des informations, enfin voilà, très 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 immersif. Et donc Vienna Connection reprend le même système de jeu, mais le thème lui change évidemment, la narration change. Vous avez 4 missions, puisque ce ne sont plus vraiment des enquêtes, ce sont des missions, puisque c'est une histoire d'espionnage. Nous sommes des espions de la CIA américaine, envoyés en Europe de l'Est pour réaliser donc des missions d'espionnage forcément. Le compteur de temps en fait qui faisait fonctionner détective, donc vous aviez différentes actions à faire, par exemple aller voir des personnages, se déplacer dans des lieux, aller fouiller un lieu plus en profondeur, ou en apprendre plus sur tel ou tel personnage. Et bien tout ça, ça vous coûtait du temps et vous aviez du temps pour réaliser vos missions. Et bien là en fait ça a été remplacé par un système de discrétion en fait. Donc simplement plus vous faites des actions, plus vous prenez la voiture à tort et à travers et passer des coups de fil et aller voir les gens, moins vous êtes discret en tant qu'espion. Voilà, donc le système reste le même avec un nouveau thème, guerre froide. Nous sommes des espions de la CIA et il nous tarde de découvrir ce que nous réservent ces enquêtes. Et on passe côté jeu enfant. Hey, coucou, mais décidément, que changement de caméra. Je me retrouve donc du côté des jeux enfants et on va commencer, parce que vous allez voir, il y en a quelques-uns, avec la gamme Mes Premiers Jeux, Apprenti Cuistot de chez ABBA. Apprenti Cuistot, c'est un jeu comme dans la plupart des jeux 2 ans et plus, donc de la gamme Mes Premiers Jeux, dans lequel en fait il y a plein de mini-jeux. C'est du jeu libre, hein, donc soit on peut se servir du matériel pour faire du jeu de rôle, une petite dinette tout simplement, et laisser l'enfant ou s'amuser avec lui à la dinette, soit faire des petits jeux de mémoire ou autre. Je vous explique par exemple les petits jeux qu'on peut faire et puis le matériel. Nous avons donc la boîte en elle-même qui est une marmite, une petite popote, avec à l'intérieur la spatule, forcément le couvercle pour fermer, petites assiettes et tout un tas de jolis pions en bois, de jolis jetons de nourriture. Donc cette nourriture, par exemple, on peut lors d'un des jeux décider de la nommer. Par exemple, allez, je mets ça dans la marmite, je dis que c'est une pomme, ou je peux dire que c'est un poivron. Je peux mettre ça dans la marmite et dire que c'est un petit bout de navet, ou alors du riz gluant, ou pourquoi pas un petit bout de camembert. Et puis quand on aura mis les ingrédients ensemble dans la marmite, on va se demander est-ce que c'est bon du poivron avec du camembert. Mais je sais pas, il faudra qu'on essaye ce soir. On va essayer de le faire pour voir si c'est bon. Donc voilà, vraiment un jeu qui va amener le dialogue avec l'enfant. C'est aussi intéressant de lui faire nommer les choses. Et puis voilà, ce petit jeton, ça peut être tantôt quelque chose, tantôt autre chose. On va pouvoir faire des petits jeux de mémoire, pourquoi pas. Par exemple, remplir la marmite d'ingrédients sauf un ingrédient, donner la marmite à l'enfant et lui dire voilà, regarde dans la marmite, qu'est-ce qui est manquant, et puis il va falloir trouver que c'était la carotte qui manquait, nommer les couleurs, nommer les formes, etc. C'est très bien ça. Comme d'habitude chez ABBA, surtout pour mes premiers jeux, pour 2 ans et plus, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est toujours très bien fait, et celui-ci c'est un petit coup de cœur. On passe juste à côté, petite transition. Kid Chronicles, la quête des pierres de lune. Kid Chronicles fonctionne sur le même principe que les jeux de la gamme Chronicle of Crime, à part que ici, point de crime, non, point d'enquête, encore que, puisque c'est un jeu pensé pour les enfants à partir de 7 ans. Comme dans la gamme Chronicle of Crime, on va utiliser une application. Alors j'ai pas pris l'application là sur le téléphone parce que vous allez voir que je vous réserve une petite surprise avec le téléphone juste après. L'application, à quoi elle va servir? À aller scanner les différents lieux et personnages, puisqu'on va se déplacer de lieu en lieu. Donc on va commencer par exemple la première aventure dans la tour du magicien, et le magicien va nous dire
dire, eh bien il va falloir devenir magicien. Pour ça il faudra trouver un chat magique, et donc on va aller explorer les différents lieux, les abords du lac, la forêt, le marécage. On va rencontrer des personnages. Ces personnages, ils ont leurs petits problèmes à eux, il va falloir qu'on leur amène des objets, qu'on discute avec eux, qu'on leur fasse rencontrer d'autres personnages, et à chaque fois on va scanner le personnage pour savoir ce qu'il a à nous raconter, ou alors pour lui apporter un objet qu'on aura déjà scanné au préalable, puisque nous avons tout un tas de cartes de personnages et d'objets. Alors ces personnages et ces objets, ils vont pas sortir de nulle part, puisqu'en fait quand vous arrivez dans un lieu, par exemple la tour du magicien, vous scannez ici, et grâce à l'appli vous allez passer en réalité augmentée, et vous allez pouvoir faire le tour de vous-même. Donc là c'est plutôt l'enfant qui va faire ça, évidemment, faire un petit 360 degrés avec l'appli, et puis il va essayer de nommer et de décrire ce qu'il voit aux autres joueurs. Donc là je vois une grande fenêtre, là je vois un grand bâton avec un diamant bleu dessus, et donc on va chercher dans les cartes si on voit un grand bâton avec un diamant bleu. Voilà, tout simplement. Donc il y a tout un tas de petites aventures comme ça qui vont se suivre, qui font autant de parties. Voilà les objets, il y en a plein, qui vont raconter une histoire, comme dans les Chronicles of Crime, ces scènes en réalité augmentée qui sont moins complètes, en fait elles sont moins chargées visuellement pour ne pas perdre l'enfant. Et peut-être vous êtes en train de vous dire, mais non, mais moi je veux surtout pas que mon enfant touche à la tablette, parce qu'il est déjà tout le temps à la tablette. Quand on fait du jeu de société, justement c'est pour qu'il n'y ait pas la tablette. Et ben, ça peut être aussi un pont pour aller tout doucement vers le jeu de société, pour un enfant qui passerait beaucoup de temps sur la tablette. Ça peut être un super bon média. Voilà pour Kid Chronicles, la quête des pierres de lune à partir de 7 ans. Et petite transition vers la droite, Glouton Mignon de Lucky Duck également, qui fonctionne également avec une appli. Hop là, je prépare l'appli, je l'avais anticipé. Encore des QR codes. Qu'est-ce que c'est? Oui, encore du QR code, tout à fait. Glouton Mignon, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel on va également se déplacer de lieu en lieu. Donc là, à chaque lieu, ce sera une nouvelle partie. Par exemple, première partie dans le grenier de Papy, puisque la ville a été envahie par les Gloutons Mignons. Donc ce sont des monstres qui sont prêts à manger tout et n'importe quoi pour retrouver leur couleur. Donc lui, il veut être rose. Il va falloir lui donner à manger. Il faudra lui donner 3 cartes d'objets à manger. À chaque fois que vous allez mettre une carte, ça va teinter son pelage. Il faudra obtenir son pelage originel. Il faudra retomber dessus. Donc lui, il veut qu'on le teinte en rose. Mais du rose. Donc on a nos cartes de départ en main, comme ceci. J'ai ma main. Je dis bon voilà, mais moi j'ai un tutu. Allez, je lui donne à manger un tutu. Hop là. Mais oui, ça va fonctionner. Franchement, ça fonctionne super bien. Il y a une hauteur à mettre, qui est à peu près la hauteur de la boîte d'ailleurs, si ça peut vous faire une aide. Et voilà, hop là, on voit qu'il est passé en rose. Et puis là, ça va être un autre joueur, parce qu'on est là, j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs. Et bien un autre joueur va vous dire, moi j'ai pas grand chose. Moi je vais lui donner ça. Alors je vais lui donner la télécommande. Hop là, voyons voir si ça marche, la télécommande. La télécommande, on mange. Mais on voit que il sera peut-être pas de la bonne couleur. Et puis un troisième joueur peut dire, ok, moi j'ai la bonne couleur, mais attention, dessus il y a une vitamine. Vous voyez qu'il y a des petits symboles de vitamines comme ça. Et bien c'est déconseillé de donner des vitamines un peu trop souvent aux monstres. Ça vous fera perdre la partie, parce qu'ils vont devenir beaucoup trop gloutons, beaucoup trop surexcités. Quand vous donnez une vitamine, ça va, mais pendant quelques tours, il ne faudra pas donner de vitamines supplémentaires. Il y aura une petite jauge qui va apparaître, et tant que cette jauge n'a pas disparu, ne donnez surtout pas de vitamines au glouton mignon. Vas-y, donne. Là pour l'instant c'est la première vitamine, donc je lui donne du citron. Tu vas prendre des vitamines, oui. Mange le citron, mon petit. Voilà. Mange le citron, s'il te plaît. Oui. Voilà, là il y a la jauge qui est apparue. En plus il a mangé. Donc la troisième carte, il va se transformer. Je pense que niveau couleur, on n'est pas très bon. Et on va gagner des petites étoiles. Le but du jeu sera d'avoir le plus d'étoiles. C'est pas du tout ça, c'est une catastrophe. Regarde. On va avoir peut-être une étoile. Non, même pas. Mais non, ce serait même pas. Ce serait pas mérité si on avait eu une étoile. Voilà pour Glouton Mignon, avec différents paquets de cartes qui correspondent à différents lieux qu'on va pouvoir visiter. Avec plus tard dans le jeu des cartes sur lesquelles il y a des effets particuliers qui vont évidemment vous embêter ou vous arranger. L'appli est très sympa, avec un mode story où on va découvrir les différents paquets de cartes et les différentes règles, et puis un mode fête, un mode un peu plus libre, tout simplement pour rigoler. Hop là, trop cool ça. Terminé pour Glouton Mignon, c'est très sympa. Et on va voir des choses un petit peu plus bas, je vais aller les chercher. Voici tout d'abord Canopéa de Annick Lobé. Canopéa à partir de 6 ans pour des parties de 20 minutes de 2 à 6 joueurs dans l'univers de Celestia, mais pour les enfants. Qu'est-ce que c'est Canopéa? C'est un jeu dans lequel on va aller sauver les oiseaux du royaume de Celestia. C'est un jeu coopératif, on va soit gagner tous ensemble, soit perdre tous ensemble. Comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien à chaque manche, on va devoir aller chercher un type d'oiseau. Par exemple les oiseaux verts. On a différents lieux comme ceci, des perchoirs avec dessus, vous voyez, des piles d'oiseaux. On ne sait pas de quelle couleur ils sont. Par contre, en se baissant, on peut voir la tranche pour voir combien il y en a, et aussi l'épaisseur, parce que tous les jetons ne font pas la même épaisseur. On va aller à chaque manche avoir le droit d'aller
percuter, faire une petite pichenette sur le palais qui représente notre navette, aller faire tomber les jetons, et puis s'il y a des jetons de la bonne couleur, c'est parfait, on va les charger dans notre navette. Et bien une fois qu'on aura fait toutes les manches, on va voir combien d'oiseaux on a sauvés. Alors c'est pas combien en fait, on va faire une pile avec tous les oiseaux qu'on a sauvés. Tous les oiseaux qu'on n'a pas sauvés, il faudra que notre pile soit plus grande. Et c'est pour ça que ça va être intéressant d'aller chercher les jetons qui sont plus épais en fait. Ça veut dire qu'on a sauvé plus d'oiseaux en un coup. Mais attention, que se passe-t-il si lors de mes 3 tirs de pichenette, je n'arrive pas à faire tomber des oiseaux, ou je ne trouve pas d'oiseaux verts parce qu'on avait demandé à cette manche de trouver des oiseaux verts, et bien ça va être l'attaque des braconniers, parce que oui, les oiseaux on va les sauver des braconniers, et donc les braconniers on va faire une espèce de pile ou face, et ça va déterminer s'ils nous volent des jetons. Ils vont pouvoir aussi nous embêter en allant prendre des places dans notre navette, puisque nous on fait un aller, on charge les oiseaux, puis on fait un retour à la cité au milieu pour aller sauver les oiseaux. S'il y a moins de place, on met moins d'oiseaux, tout simplement. Très bien. Voilà pour Canopéa. Hop. Et pour terminer cette belle sélection de nouveautés enfants, 1, 2, 3, glisse. C'est très cool ça. 1, 2, 3 glisse, c'est un jeu de pitch et de memory. Vous avez un petit plateau ici comme ça avec un toboggan. Oui, on va pouvoir aller ici dans cette petite piscine. On va chacun avoir un petit plateau ici personnel où on va avoir justement des petits animaux qui vont se passer le ballon. Donc au début le ballon est tout à gauche et puis le but étant de l'envoyer le plus à droite possible en respectant les passes des animaux. Donc ce qui va se passer, c'est que là vous avez un tout petit carré de memory en fait. Donc les animaux qui sont face cachée, il va falloir les révéler. Combien je révèle? Ça dépend du pitch. En fait là vous allez pitcher une tortue et si elle arrive juste dans le toboggan, donc elle n'est pas encore dans la piscine, vous n'en révélez qu'un seul animal. Si jamais il arrive dans la piscine, mais pas au centre, vous en révélez 2. Si jamais ça arrive pile au centre, vous en révélez 3. Et au fur et à mesure de révéler les animaux, là par exemple je révèle le Wistiti, et le Wistiti ça tombe bien, hop, le ballon je peux lui passer. Si j'avais révélé révélé un ourson ici, je l'aurais passé. Si j'avais révélé une cigogne, j'aurais pu le passer aussi, etc. etc. Dès qu'un joueur a réussi à envoyer ces 3 ballons le plus à droite du plateau, il a gagné la partie. Donc jeu d'adresse et de mémoire, c'est très très cool pour les enfants. Et on va se retrouver maintenant derrière le comptoir. Et nous voici derrière le comptoir pour un retour en stock. Draftosaurus, que vous ne voyez pas, il n'est pas palpable, non on l'a pas encore reçu, mais en vrai il est de retour en stock, donc normalement à l'heure où je vous parle il est là, ou alors si c'est un peu plus tard il va arriver, de toute façon c'est un retour en stock pour lui et l'extension. Et donc Draftosaurus est de retour en stock. Autre chose qui est de retour en stock, parce que je les fais tous, hop, Shards of Infinity. Ah, très attendu. Excellent. Oui, ça c'est un très très bon deck building. Les petites originalités de Shards of Infinity, c'est qu'en fait, vous allez avoir des cartes qui sont des mercenaires, et les mercenaires, quand vous les achetez, en fait, vous pouvez faire soit l'effet directement du mercenaire, mais il ne vient pas rejoindre votre défausse, soit vous l'engagez comme une carte classique, et dans ce cas-là, il va dans votre cimetière, mais vous n'enclenchez pas la capacité. C'est malin, ça permet justement de faire un effet très vite, sans pour autant l'encaisser dans votre deck. Et l'autre subtilité, c'est qu'en fait, on a maintenant de la concentration, et il y a des cartes qui vont évoluer. Plus vous avez de concentration, plus vous allez pouvoir faire des effets puissants avec vos cartes. Ça, c'est génial. Ça intègre une amélioration de cartes, sans pour autant avoir plein de matos, c'est juste un principe de concentration. C'est excellent. Le jeu de base et son extension est maintenant disponible à la boutique, ça me fait vraiment plaisir. Toujours dans le deck building, de nouveau disponible. Retour en stock, je vais te les poser à chaque fois. Retour en stock de la première extension, du coup, enfin la première campagne de Hero Realms, du coup. Donc les ruines de Tandar, de nouveau disponibles pour le côté coopératif. Super. On parcourt le donjon et on affronte des monstres et c'est génial. Et ensuite, hop, les grands classiques qui tombent toujours. Je l'ai mis à l'envers, oui, il est là. C'est le Mandalorien, du coup, le Double Star Wars Mandalorien. Voilà, donc si vous aimez bien le Double et que vous aimez le Mandalorien, et bien voilà, le Double Star Wars Mandalorien est disponible à la boutique. Et on continue avec les super licences qui fonctionnent. Un Time's Up Harry Potter, vous êtes fan d'Harry Potter, vous avez envie de faire deviner des personnages d'Harry Potter, et bien foncez sur le Time's Up Harry Potter, il peut complètement convenir pour des fans d'Harry Potter, mais aussi de Star Trek. On a un dernier retour en stock, le Uno Flip. Le Uno Flip qui avait complètement disparu. Mais oui, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu, et il nous a été réclamé. Exactement. Oh ouais. Et maintenant il est revenu, le Uno Flip. Donc un grand classique, en fait la grosse différence du Uno Flip, c'est que vous avez un jeu beaucoup plus méchant, parce qu'en fait les cartes sont recto-verso. Le recto, c'est des cartes classiques, on se dit ah c'est cool, bon, et là il y a une nouvelle carte qui vous dit ah tout le monde flippe ses cartes, et qu'est-ce qui se passe au flip? Les cartes sont contour noir et ont de nouveaux effets, et souvent des effets plutôt, comment dire, très méchants. Ok. Ça c'est le principe du Uno Flip. Voilà, disponible maintenant à la boutique. Je crois qu'on a fait le tour, c'était une assez grosse au final vidéo. Je crois que je n'ai rien oublié. J'espère que vous avez apprécié ces présentations. On n'était que deux avec Antoine et ça s'est très bien passé, comme quand je le fais avec Thomas.
Si vous avez aimé cette vidéo, tant mieux, mettez un pouce, partagez la vidéo. Vous pouvez surtout commenter, même si vous n'avez pas aimé, mettez en commentaire en disant bah non, là j'ai pas compris, c'est trop fouillis, ou alors ah mais il a pas expliqué que dans Roleplayer on pouvait faire ci et qu'il y avait ça, etc. Donc ça c'est très bien. Vous pouvez enrichir comme ça les commentaires de YouTube, c'est parfait. Discutez-en entre vous, c'est vraiment très très bien. Moi je vais vous laisser avec Antoine, on va rentrer chez nous. Et je vais vous laisser maintenant avec Alice pour la présentation de Pas vu, pas pris. Allez. Ouh, cette boîte bouge toute seule. Ou pas. Coucou, c'est moi pour vous présenter Pas vu, pas pris en avant-première. Pas vu, pas pris, c'est un jeu de fil Viscaro et Amine Ramani et illustré par Sylvain Aublin. C'est un jeu techniquement pour enfants, mais quand même à partir de 8 ans où les adultes s'amuseront pas mal. En tout cas moi personnellement à Vichy je me suis vachement amusée. Pas vu, pas pris, ce sera distribué par BlackRock. C'est de 2 à 4 joueurs pour 30 minutes de partie environ. On va incarner des petits Casper, marque déposée, donc des petits fantômes dans un hôtel dont on voit ici le magnifique hall. Voilà. Alors j'y ai déjà mis des petits fantômes, mais techniquement il n'y a personne au début. Voilà, c'est vide. Et on va faire une sorte de 1, 2, 3 soleil. Vous voyez, chacun va incarner une couleur de fantôme qui va commencer à un des côtés. Le but, c'est d'emmener le plus de nos fantômes à traverser le hall jusqu'à l'opposé. Les fantômes vont nous rapporter plus ou moins de points en fonction de leur taille parce que ça va être aussi un cache-cache. Donc forcément, le gros, ça va être un peu plus dur de le cacher, il va vous rapporter plus de points. Le jeu se termine dès que cette pioche est terminée. Elle sera plus ou moins grande en fonction du nombre de joueurs. Donc, la mise en place est assez simple, vous mettez les meubles au milieu, les meubles de cet hôtel, vous les mettez comme vous voulez, vous pouvez faire un joli hall d'hôtel, et vous posez la serrure quelque part sur un des bords au hasard, il faut juste les poser toujours, vous voyez, entre ces petites jonctions, voilà. Donc hop, je vais commencer ici. Voilà, chacun notre tour, on va prendre une carte de ce paquet, qui est le paquet déplacement. Donc on la regarde secrètement, hop. Je vais en tirer 2 pour vous montrer les 2 types qu'on peut avoir. Ensuite, en commençant pour le premier joueur, on va appliquer l'effet de notre carte. Donc, sur les cartes où on voit des meubles, chaque fois on va voir différents meubles. Ici, on en voit 2, c'est la petite roulette, là, le petit... comment je pourrais appeler ça? Un chariot. Voilà, voilà, un chariot et le buffet. Ça veut dire que j'ai le droit de déplacer un de ces 2 meubles. Comment je les déplace? Comme je veux. Mais alors comme je veux, du moment que ça dépasse pas le hall, quoi. On va pas le faire partir à travers les murs. Par contre, si je veux, je peux le faire comme ça, comme ça, comme ça. Je fais ce que je veux. Et ensuite, on a la deuxième info, c'est ce chiffre-là. Ça va être le nombre de déplacements que j'ai le droit d'effectuer avec mes fantômes. Soit je décide de faire avancer un seul fantôme de ici 5. Il ne se déplace que de façon orthogonale. Voilà, il peut passer à travers les objets, parce qu'on est des fantômes quand même. Soit je peux aussi le répartir entre les fantômes. Lui, le faire avancer que de 2, et lui, par exemple, je le fais avancer de 3. Comme vous voyez, je commence forcément que du côté où je suis. Hein. Je ne vais pas commencer ailleurs. Voilà, chacun va faire ça. Chacun son tour. Vous voyez, il y a d'autres cartes où il y a juste une valeur. Petit truc quand même, on ne peut pas faire traverser son fantôme qui vient de rentrer à ce tour-ci. Il y a une carte qui a 10, vous pourriez techniquement tout traverser d'un coup, mais c'est interdit. Voilà, hein, faut le savoir, sinon c'est pas drôle. Donc une fois que tout le monde a fait ça, déplacer ses fantômes, on va chacun à notre tour lancer ce dé. Celui qui fait la plus haute valeur, c'est-à-dire pas moi, va choisir où il va déplacer cette serrure. Cette serrure, c'est la serrure de porte par laquelle l'humain va glisser son œil. Et il ne faut pas être vu par des humains, nous sommes des bons fantômes, hein, voilà, on n'est pas là. Donc du coup, le joueur qui a eu la plus grande valeur va décider où il va mettre le verrou, c'est forcément sur un autre côté que là où elle était déjà. Par exemple, je vais décider de la mettre sur ce côté-là, et comme je vous ai dit, forcément, avec, sur les petites jointures, là, entre les jointures. Et là, comme le fait Alex, vous allez glisser votre œil à travers le petit trou de la serrure, et tous les fantômes que vous voyez, eh bien vous les pointez, et ils sont éliminés. Tu vois lequel là? Je n'en vois aucun. Non, c'est vrai? Ah, trop fort! Bon, imaginons, hop, lui, j'avais fait le malin, hop là, je l'avais mis là. Je te vois. Eh bien, les fantômes qui sont vus retournent au début dans leur camp.
Donc en fait c'est là où va venir tout le cache-cache. C'est que vous allez pouvoir déplacer vos fantômes et les planquer. Vous voyez par exemple, tout à l'heure je l'avais mis ici parce que si le verrou est là, on le voit pas. Il y a même... Oh, c'est génial! Une cachette. Hop là, lui, il est pas vu, pas pris. Hop, j'en ai un ici, regarde Alex. Il est caché lui. Ouais, voilà. Et j'en avais même un, hop, derrière le miroir. D'ailleurs, le miroir, à quoi il sert? Et ben il sert à... Alors attendez, je vais essayer de faire une mise en place. Est-ce que si là tu regardes, Alex, tu vois, hop, le fantôme ou pas? Compliqué. Et là, non plus. Non, mais bah oui, mais là je vois complètement le fantôme. Ah, dommage, avec la caméra on voit peut-être pas bien. Ouais. Mais en gros, le miroir sert à un peu feinter les gens. Vous pouvez déplacer ce miroir derrière quelqu'un et bah du coup des fois avec le reflet vous allez pouvoir voir des fantômes même qui sont cachés derrière des objets. Voilà, c'est à peu près tout le jeu de base du moins. Et vous allez avoir deux modes qui peuvent se rajouter. Vous avez le mode fusion, voilà, pour quand vous commencez déjà à maîtriser bien les règles. Le mode fusion c'est que vous pouvez fusionner sur la route. Par exemple il y avait mon petit verre ici. Vous pouvez faire avancer votre deuxième verre ici et hop les fusionner et mettre un moyen à la place. Et du coup il aura déjà fait la moitié du chemin et il me rapportera plus de points quand il sera arrivé de l'autre côté plutôt que des petits. Voilà, vous pouvez aussi mixer un petit et un moyen pour avoir un gros. Pas deux moyens, je sais pas pourquoi, mais pas deux moyens. Deux moyens, il n'y a pas la figurine pour. Voilà. Et sinon, le dernier mode possible, c'est avec ces cartes. Ces petites cartes, je sais plus comment elles s'appellent, mais en gros c'est des événements. Vous en tirez une à chaque début de tour. Et en fait, alors le livret va vous l'expliquer très bien. Hein, là par exemple, chaque image, ah bah tiens, hop, 1, 2, 3, soleil, voilà, c'est l'effet. Déplacez vos fantômes d'une case vers leur sortie respective. Il se peut que vous en fassiez ainsi sortir certains. Ça c'est cool. Oui. Il y en a d'autres par contre, c'est tout le monde doit se percher sur un objet avant la fin du tour. Sinon, tous ceux qui sont pas perchés, ils reviennent chez eux. C'est déjà perché. Voilà. C'est chat perché, exactement. Donc voilà, voici Pas vu pas pris, qui est vraiment super cool. Nous ça a été un petit coup de cœur vraiment à Vichy avec Jeff. Ce truc de la serrure est hyper satisfaisante et pour des tout petits ça peut bien marcher. Dans le sens où eux ils vont surtout jouer à cache-cache en fait. Ouais. C'est drôle, on peut renverser les meubles et se cacher dedans. Et après plus on grandit ou même plus on y joue, même quand on est petit mais qu'on va commencer justement à toucher un peu la subtilité, on va pouvoir penser à attention, la serrure, on sait pas où elle va atterrir, mais si elle atterrit là, je vais être vue, alors peut-être que je vais pas me cacher là, des choses comme ça. Ou justement, quand vous déplacez la serrure, vous allez dire, ok, c'est sûr, si je la mets là, je peux en voir plein des autres et je vais les éliminer. Voilà, donc ça a pas mal de niveaux de subtilité et de difficulté qui est très intéressant. Voilà. Donc c'était Pas vu pas pris. On a hâte de le voir sortir. Je ne dirai pas de date parce qu'à chaque fois que j'en dis, je me plante. Donc Alex fera une incruste. Oui. Voilà, je vous dis du coup, notre petit au revoir habituel. À bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux. Hey! Tu l'as fait trop tôt? Ah non, c'est bon.